La problématique en philo, c'est un peu la même chose que la problématique en français. En termes de dissertation, on s'entend bien évidemment. La problématique en philo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une reformulation du sujet. En philo, pas comme en français. Enfin, en philo, vous n'aurez jamais, comme en français, une citation suivie d'une question. Ce sera toujours une question tout court. D'accord? On ne va pas employer les mêmes mots. Alors, évidemment, il y a des mots comme par exemple liberté ou conscience. Ça risque d'être difficile de trouver des synonymes. Mais il y a d'autres mots. Donc, on remplace les mots par des synonymes, on change la structure de la phrase. Hein. On ne me fait pas, par exemple, si je vous dis « la nature fait-elle bien les choses ?» que personne ne m'écrive « l'environnement effectue-t-il correctement les éléments ?» Jean-Michel, tu te fous de moi, ok? Donc, on change, on utilise des synonymes, on utilise une autre structure de phrase, et si jamais on est d'humeur un peu fancy et qu'on maîtrise bien le sujet et qu'on est sûr de soi, eh bien, on essaye de reformuler en faisant apparaître le problème qui se pose. Je vous donne un exemple tout bête. Un sujet du type faut-il oublier notre passé est un sujet qui implique de traiter la question de l'identité. En gros, en quoi notre passé constitue-t-il notre identité? D'accord? Est-ce que vous me suivez? Très bien. Donc, dans un sujet comme faut-il oublier notre passé, alors là, évidemment, je vais très vite en besogne hein, parce qu'on n'a pas fait l'analyse, ni les définitions, etc. Mais pour faut-il oublier notre passé, ben, la problématique sera centrée autour de cette question de si jamais j'oublie mon passé, est-ce que c'est plus néfaste par rapport à mon identité ou bénéfique parce que ben, ça me permet d'avancer suite à des traumatismes ou de mauvaises expériences, de repartir de zéro. Ok. Bon, évidemment, là, je vous ai fait une formulation bancale parce que c'est une improvisation et c'est pas une vraie problématique, mais vous voyez ce que je veux dire par faire apparaître le problème. Est-ce que c'est clair? Muy bien. Donc ça, c'est pour la problématique. Pour le plan, en dissertation, quand vous avez un plan à faire en philo, si vous avez un plan dialectique à construire, eh bien, vous avez en gros le grand 1 et le grand 2 sur un plateau d'argent. Le grand 1, c'est je réponds la réponse évidente à cette question, donc soit oui, soit non. Le grand 2, c'est je nuance. Ok. Si on schématise à fond, au brouillon, ça donne grand 1, oui, grand 2, non. D'accord? Ou alors grand 1, non, grand 2, oui. Bien sûr, nous nous entendons au propre quand on rédige, on ne dit pas oui et non, d'accord? On formule d'une manière un peu plus sexy, qui fait que c'est pas oui, c'est pas non, mais c'est hein, une sorte de certes, non, 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 mais non, 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 ok? Mais au brouillon, on peut faire une colonne pour le oui, une colonne pour le non. Au brouillon, pour la dissertation Les plans dialectiques, je vous déconseille de reformuler les titres de grande partie tout de suite. Parce que si vous les reformulez et que vous êtes mouille à côté de la plaque, eh bien, vos sous-parties seront aussi mouilles à côté de la plaque. Donc, pour un plan dialectique, commencez tout simplement par appeler votre grand 1 oui et votre grand 2 non, ou l'inverse, évidemment. Et ensuite, une fois que vous aurez trouvé les sous-parties, eh ben, vous trouverez des titres un tantinet plus sexy et intéressants que oui et non. Les sous-parties, vous savez comment on les classe? Dans quel ordre? La plus évidente à la plus subtile, la plus facile à trouver à la plus complicada. D'accord? Donc ça, c'est pour le plan dialectique. Maintenant, admettons que vous devez construire un plan thématique. Que faisons-nous? Première étape, on pleure. Une fois qu'on a séché ses larmes, on passe à la réflexion. Non, je rigole. Vous avez une incroyable prof de philo face à vous. Vous n'allez pas pleurer. Je vois Nathan, il est là en mode non, je ne pleure pas. Donc, pour un plan thématique, comment on fait? Eh bien, on va faire un peu comme en commentaire de texte en français l'année dernière. Je dis un peu parce que c'est pas la même matière, on s'entend. Hein. Vous allez faire au brouillon une liste de toutes les thématiques, toutes les réponses possibles et imaginables à la question posée par le sujet. Ok? Et après, vous allez les organiser comme en français en commentaire composé l'année passée. Vous allez les organiser en les rassemblant par famille, 2 grandes familles, 3 grandes familles. Et dans chaque grande famille, vous aurez des tirés qui correspondront à des sous-parties, des tirés qui correspondront à des types de grandes parties. Si vous n'avez pas de tirés qui correspondent à des types de grandes parties, eh ben, Jamy, vous en rajoutez un. Voilà, tout simplement. Et après, vous classez du plus évident au plus subtil. Les grandes parties, entre elles, mais aussi les sous-parties au sein de chaque grande partie. Voir que là, ce qui ne m'intéresse absolument pas, mais alors un 0 sur 20 en termes de mon intérêt vis-à-vis de cette chose, c'est que vous me disiez Kant dit que, d'après Platon, pour Descartes, non, je m'en fous, ok?
Les philosophes, c'est le dernier truc que vous rajoutez à votre brouillon. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'est pas en français, on n'a pas l'obligation absolue de mentionner un auteur par sous-partie, un philosophe par sous-partie. Non, je vois tes sourcils dépasser le niveau de ton front. Non, j'insiste, il n'est pas obligatoire de il n'est pas obligatoire de mentionner un philosophe par sous-partie. Et je dirais même que je ne vous le recommande pas. Pourquoi? Tout simplement parce que, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, le chapitre sur le temps. Vous avez peut-être étudié 10 philosophes. Vous avez peut-être retenu 6 philosophes sur les 10. Donc, tout simplement parce que si vous essayez de vous baser sur vos connaissances sur des philosophes comme Platon, Kant, Descartes, on s'en fout, n'importe qui, votre plan sera potentiellement hors sujet. Tout simplement parce que vous allez tenter de réciter votre cours, parce qu'un sujet sur le temps, il peut prendre tellement de formulations différentes, impliquer d'étudier beaucoup de choses différentes. Donc là où, par exemple, sur le temps, vous avez parlé de Saint-Augustin en classe, en fait, Saint-Augustin, vous ne pourrez pas le citer dans tous les sujets qui porteront sur le temps. Ce sont vos idées à vous, sans dire moi je pense que, bien sûr, en formulant toujours de manière neutre, mais ce sont vos idées à vous qui passent avant toutes vos connaissances philosophiques sur des philosophes. Petite précision, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale. Vous pouvez rendre une copie qui ne contient aucune référence à Kant, à Platon, à Descartes. 0 et avoir la note de 12 maximum. Si on a 12 sans mentionner Platon une seule fois, ça montre bien à quel point mentionner des philosophes n'est pas la priorité absolue à laquelle vous faites face. Votre priorité absolue, c'est de comprendre les problèmes qui se posent, les exposer correctement, les traiter, pas nécessairement apporter une solution, vous n'êtes pas là pour sauver le monde. Ok? Enfin, si, mais plus tard, pas tout de suite, d'accord? En tout cas, pas en 4 heures, on est bien d'accord. Et rajouter des connaissances philosophiques quand ça vous semble pertinent, et pas les rajouter quand, à chaque sous-partie, quoi. En moyenne, ce que je vous recommande, c'est de mentionner un philosophe par grande partie. En moyenne, d'accord? Ça peut être plus, ça peut être moins, même si moins, on essaie d'éviter quand même, parce que pour avoir une bonne note, il faut quand même montrer qu'on maîtrise un minimum les philosophes, qui sont quand même importants, d'accord? Vous pouvez mentionner un philosophe par sous-partie, je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste qu'il faut que vous soyez 100% sûr de vous sur le fait que c'est pertinent par rapport au sujet. Mieux vaut 0 philosophe dans une grande partie et des sous-parties qui sont toutes hyper pertinentes pour le sujet, que 3 philosophes pour chacune des 3 sous-parties de votre grande partie et 0 sous-partie qui soit pertinente pour le sujet, ou 0 philosophe qui soit pertinent pour le sujet. Ok? Dernière précision, j'ai oublié de vous le dire, vous n'êtes pas obligé, comme en français d'ailleurs, de faire un plan en 3-3. Vous pouvez faire 2 grandes parties, 3 grandes parties, 2 sous-parties, 3 sous-parties, c'est vous qui voyez. Tant que vous avez minimum 2 grandes parties, 2 sous-parties, et maximum 3 grandes parties, 3 sous-parties, on est bon. Alors, on est bon. On est bon avec modération. C'est-à-dire que si vous me faites un plan en grand 2, 2 sous-parties, je vais vous dire bon. Je pense que tu pouvais trouver plus d'idées que ça. Et le jury vous dira pareil. D'accord? Maintenant, mieux vaut une sous-partie de moins par-ci par-là, plutôt que des sous-parties qui se répètent. Ok? On n'oublie pas la qualité before la quantité. Hyper important. Voilà, bon, dans tous les cas, ça ne change pas. Maximum 3 grandes parties, minimum 2. Maximum 3 sous-parties, minimum 2 par grande partie. Et vous allez souvent entendre parler du grand 3. On en reparlera juste après votre 1 et votre 2 que vous allez faire dans 2 minutes dès que je termine mon long monologue, c'est promis. Le grand 3 en philo, il est recommandé, il est un peu attendu quand même, mais si vous n'en faites pas, personne ne meurt, d'accord? Votre famille continuera d'aller bien, vous-même continuerez de vous porter bien, personne ne va mourir, c'est promis. Maintenant, il faut toujours essayer, et c'est pourquoi dans 5 minutes, je vous donnerai un max d'astuces pour trouver des grands 3. Mais si vous n'avez pas d'idée de grand 3, vraiment 0 idée de grand 3, je préfère x 10 000 pas de grand 3 plutôt qu'un grand 3 tout pourri. Ok? Surtout pour un plan thématique. En plan thématique, on sait que c'est déjà pas très facile de trouver un grand 1, un grand 2, donc si vous n'avez pas de grand 3, on s'en remettra, quoi. En plan dialectique, comme on vous donne un peu le 1 et le 2 parce que vous savez que vous devez nuancer une idée, on aimerait bien qu'il y ait un grand 3, mais si on n'a pas, on ne va pas mourir non plus, quoi. Ok? J'ai terminé de parler.
vous allez pouvoir travailler.